Pourquoi cette passion pour l'agriculture alors que vous avez fait de l'architecture? Merci, Madame Diallo. Je vais commencer par présenter mes excuses pour l'événement qui devait se passer il y a 2 ou 3 mois. Je n'ai pas pu venir pour ce que vous savez, le décès de ma maman. Et là, au passage, je vais beaucoup remercier Monsieur Sarré qui, chaque jour, a mis du sien pour que je puisse venir ici, chez moi, parce que je pèse mon mot, ici c'est chez moi. Mon père est né ici, à Waïgouya. Mon grand-père était le jardinier de l'administration coloniale. Je crois bien que c'est lui qui a planté le premier manguier de Waïgouya. Voilà. Et voilà, mon père s'est retrouvé au Soudan, comme tous les cadres ouest-africains à Terrasson de Fougères. Et puis lui, il est resté là-bas. Nous, on est nés au Mali. On est devenus des Maliens. Entre-temps, le colon a tracé un trait entre les deux pays. Il appelait un le Mali, l'autre le Burkina Faso ou la Haute-Volta à l'époque. Ce trait qui est la frontière imaginaire est toujours là. On est quand même, dans tous les cas, le même peuple. Pour en venir à moi-même, je m'appelle Amadou Diko Sidibé. Diko parce que ma grand-mère s'appelait Diko Diallo, encore une fois. Et son nom s'est retrouvé dans mon nom parce que peut-être, je crois, à l'époque, il lui avait été promis que je porterais son nom. Il n'y avait pas d'échographie. Malheureusement pour elle, je suis devenu un garçon. Elle a dû pleurer et le père a trouvé une astuce pour amener son nom que je traîne aujourd'hui et j'en suis fier. Voilà, je suis architecte, architecte de formation. J'ai été formé à l'Institut d'architecture de Moscou, une école très prestigieuse. Pour la petite histoire, je crois les Maliens, il y en a tout juste 2 qui ont terminé cette école. Les Burkinabés, je n'en connais pas un qui a terminé cette école. Les Sénégalais, il y a eu un seul. C'est pour vous dire une école complètement fermée, dédiée à l'architecture. J'ai eu cette chance, j'appelle ça une chance. Et revenu au Mali, j'ai eu le privilège et la chance lors d'un concours d'architecture national lancé dans les années 1993, j'ai été lauréat de ce concours. On était 2 architectes dessus. Et j'ai eu l'honneur de construire le monument de l'indépendance du Mali, qui est aujourd'hui la place favorite quand il y a des manifestations. Et puis voilà, donc aujourd'hui, j'ai mon nom inscrit en griffe dans les monuments qui existent au Mali, et à vie, et après moi. Mais pourquoi ici je suis aujourd'hui devant vous pour parler d'agriculture? Je ne suis pas agronome, j'ai jamais fait une heure de cours d'agronomie, mais je me retrouve à parcourir le monde. Hier, j'étais à Paris, aujourd'hui je suis à Bamako, je repars le samedi, parce qu'il n'y a pas de vol d'aujourd'hui jusqu'à samedi, je vais à Bamako, le lendemain je vais à Conakry, je reviens, je vais en Afrique du Sud, pas en tant qu'architecte, mais en tant qu'archiculteur. Une nouvelle profession que vous devez retenir, vous jeunes, parce que l'Afrique offre des défis qu'il n'y a nulle part. 60% de toutes les terres arables, les terres cultivables à l'échelle mondiale, sont en Afrique. Parmi ces 60%, à peine 2% sont exploités aujourd'hui. C'est pour vous dire, on a la marche devant nous, tout un boulevard agricole. La jeunesse africaine, vous êtes là jeunes, certains sont mes frères, certains sont mes fils, mes sœurs. On est de plus en plus nombreux. Dans les années 2050, un terrien sur 4 serait africain. Et vous voyez toutes ces guerres en Ukraine, les tremblements de terre, le changement climatique. Et tout ça, si vous prenez ensemble, ne soyez pas étonnés qu'un architecte puisse être un archiculteur. Le potentiel est énorme. Le potentiel est tellement énorme que l'heure de l'Afrique, j'aime bien le dire, c'est aujourd'hui. Et l'agriculture de demain, c'est aujourd'hui. Pour que cela est possible, je viens d'énumérer beaucoup de facteurs, mais le facteur essentiel, c'est qu'on doit considérer l'agriculture comme une science de l'observation. Et tout qui dit science, il y a progrès,
il y a innovation. Il y a tellement de découvertes en matière d'agriculture. Si vous prenez le moment où nos pères ou nos grands-pères faisaient de l'agriculture avec la petite daba, aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a 2 ans, j'ai visité aux États-Unis un couple. Donc, c'est un couple, ils sont 2, ils ont 2000 hectares. Ils exploitent 2000 hectares, le couple. Et voyez-vous, ils font du maïs, ils ont 2000 têtes de bétail, ils ont des tracteurs de 50 chevaux qui ne sont pas pilotés. Ça n'a pas de conducteur. Le tracteur tout seul peut démarrer, aller faire la tâche qu'on lui assigne de faire par l'intelligence artificielle, va labourer 500 hectares, vient se garer. Pour s'aimer le maïs, c'est la même chose. Pour mettre les engrais, c'est la même chose. Donc, par téléphone, on peut piloter, disons, un tracteur qui va faire toute cette beurre qu'il aurait fallu 1000 hommes pour le faire. Ça veut dire que l'industrialisation et la mécanisation de l'agriculture est un plus majeur. Et si on vient à la sériculture, le changement climatique est vraiment en train de faire tellement de dégâts de par le monde, des incendies, du froid, du chaud. L'homme ne contrôle plus rien parce que c'est cet homme aussi qui a détruit complètement la nature. Les effets deviennent incontrôlables. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en Afrique ici, on a des terres, je viens de le dire, on a les plus grands fleuves du monde, on a du soleil généreux, et puis, il y a toute cette technologie qui vient d'ailleurs, des semences performantes, de l'engrais à libération contrôlée, et la génie de tout ce qu'on appelle intelligence artificielle permet aujourd'hui aux Africains de prendre leur destin en main. Et aujourd'hui, je le dis souvent, toutes ces guerres qu'on a autour de nous, l'insécurité au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est des problèmes de développement. Parce que qui va prendre une bombe pour aller se faire sauter si tu as de l'espoir derrière toi? Et donc, j'aime à le dire que le développement de l'Afrique passera forcément par l'investissement dans l'agriculture. Et la jeunesse qui est notre atout en Afrique, cette jeunesse-là jeune, cette jeunesse cultivée, chacun de vous aujourd'hui a un smartphone. Soit un iPhone 13, soit un iPhone 14, Samsung, il y a tellement de numéros que je ne connais même plus les numéros. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle aussi. On est dessus, on est sur WhatsApp, on est sur Facebook, mais on peut appliquer ça à l'agriculture. La jeunesse doit comprendre que aujourd'hui, avec les technologies modernes dont on va parler, les potentialités qu'on a, et il est temps qu'on s'investisse vraiment dans l'agriculture. Donc, pour répondre à votre question, madame, pourquoi je suis dans l'agriculture? Je me suis retrouvé dans la soupe. J'avais le privilège. J'ai fait le siège de Orange dans ACI 2000, un bâtiment prestigieux. Après ce siège, j'ai décidé de fermer mon cabinet avec plusieurs projets sur la table. J'ai dit, je ne veux plus être esclave d'une planche à dessin, m'asseoir dans un bureau climatisé, faire des projets, gagner des honoraires. Ça ne me disait plus rien. J'ai dit l'aventure de l'agriculture, qui pour moi est une activité très saine et qui est devenue rentable par les technologies. Il est temps que je renomme d'autres défis. Voilà ce qui m'a amené dans l'agriculture. On aura l'occasion de parler de ça. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Tout domaine a une histoire. Vous n'avez pas été formé. Et une des choses qu'on dit souvent, mais il n'est pas qualifié pour faire ce travail. Comment vous êtes arrivé à être un expert reconnu aujourd'hui internationalement alors que ce n'est pas ce que vous avez étudié sur les bancs? Voilà. Madame, j'ai parlé des opportunités. Je suis architecte de formation, comme je l'ai dit. Et un architecte, c'est quand même un chef d'orchestre. On doit, les corps d'État dans le bâtiment, et dans tout ce qu'on fait, on doit maîtriser, on doit savoir tout ce qui est électricité, plomberie, maçonnerie. Et donc, on est là pour vraiment surveiller en tant que chef d'orchestre tout ça. Peut-être cela, plus peut-être dans mes gènes, il y a un petit morceau d'agriculture. J'ai parlé de mon grand-père. Je ne sais pas. En tout cas, quand je suis revenu de Moscou, ça ne m'intéressait pas l'agriculture. Ça ne m'intéressait pas du tout.
Au fil de mes voyages, disons, en Israël, j'ai visité Israël 3 fois, au Japon, en Chine, j'ai vu que les gens cultivaient sous abri. Je me suis posé les questions, j'ai demandé, j'ai eu à visiter des serres et j'ai extrapolé ça aux conditions du Mali. Et j'ai trouvé que et, il y a un coup à jouer. Donc en 2011, j'ai décidé de commander une serre de 320 mètres carrés d'Israël et de l'implanter au Mali, voir ce que ça donne. Et le résultat a été au-delà des attentes. Et je me suis dit que finalement, ces cultures sous abri, ça a été inventé par les autres, mais c'est surtout pour l'Afrique. Et 2013, j'ai dit, bon, l'aventure ne va pas s'arrêter là. J'ai eu à construire, comme vous l'avez dit dans vos présentations, avec une subvention de la Banque mondiale, une serre de 5000 mètres carrés. Après, je suis passé à 13 000, à 10 000 mètres carrés. Aujourd'hui, je sillonne le monde. Des projets, les Africains se réveillent. Et je dirais à mes frères et à mes fils burkinabés qui nombreux m'envoient des messages. Je reçois plus de messages de la jeunesse du Burkina Faso, plus que d'aucun pays d'Afrique. Ça, je le dis. Et c'est comme ça. Et donc, vous voyez, au Tchad, j'ai des projets parce que les gens se réveillent, les gens se disent, bon, avec toute cette insécurité, les gens vont acheter des appartements au Canada, d'autres vont à Dubaï. Est-ce qu'il n'est-il pas temps d'investir dans ce domaine qui est devenu rentable? On va parler des chiffres réels, des opportunités qu'il y a dans ce métier qui est une science de l'observation. Et cette science de l'observation fait qu'on plante une graine, ça peut être une graine de pastèque ou de melon, on la voit germer. Et ça croît, on lui donne de l'eau, on lui donne des engrais, ça commence à fleurir, et au bout de 2-3 mois, ça te donne des fruits. Et dans ce parcours, tu peux avoir des maladies, tu peux avoir des insectes qui attaquent, il faut trouver la solution, il faut aller sur Internet, il faut aller sur des forums. Petit à petit, j'avoue qu'en 20 ou 21 ans d'exercice de cette profession qui n'était pas mienne, je suis devenu une espèce de chat de gouttière. Je suis tombé. Et je suis tellement tombé, j'ai eu des ecchymoses un peu partout. Et toute cette masse d'échecs que j'ai eu, j'ai capitalisé. Et c'est cet échec que je vends. Si je dis vendre, c'est pas en termes d'argent. Je me sens investi d'une mission divine de parler de mes échecs pour que vous, en face, qui n'êtes pas des agronomes comme moi, puissiez embrasser cette profession noble pour ne pas faire les échecs que moi j'ai fait. Et donc, c'est à peu près ça. Vous avez parlé des chiffres. On voudrait les entendre maintenant. Et les exemples pratiques de ce par quoi vous êtes passé. N'est-il pas très tôt de parler de chiffres parce que les jeunes sont pressés? Ils sont généralement pressés. On va leur parler des difficultés, des échecs, que je n'appelle plus échecs, parce que si vous voyez les immondices, les tas d'ordures, vous allez en Italie, la mafia se bat pour la gestion des ordures. Dans les ordures, il y a beaucoup de richesses. Et donc, on va leur parler des difficultés pour que eux, à leur tour, ne passent pas par ce parcours que moi j'ai emprunté par la force des choses, parce que j'ai été une espèce de pionnier. Avant moi, personne n'avait fait de serre au Mali. Avant moi, personne n'avait fait de culture de raison des tables. Avant moi, personne n'avait mis l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Et j'ai été l'un des premiers à importer du matériel de goutte à goutte. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans ça. Et les jeunes, on doit leur dire, attention, voilà. Et comment il faut commencer? À chacun sa taille. Et les indispensables sont là. Les indispensables sont là. Il faut avoir de la terre pour faire de l'agriculture. Aujourd'hui, on peut faire de l'agriculture sur une colline. On peut faire dans un salon, sur une toiture de maison. Mais il faut avoir de la place pour faire de l'agriculture. Donc, le premier nœud gordien à résoudre, c'est d'avoir un espace à cultiver. Le jeune qui est là, où est-ce qu'il va prendre cet espace-là? Où est-ce qu'il va avoir cette cour, un 1000 mètres carrés, un 500 mètres carrés? Là, certains ont des parents qui ont des terres, c'est d'autres qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, ça va être au niveau institutionnel, au niveau de l'État. L'État qui doit peut-être faire en sorte que les jeunes aient des parcelles sécurisées, même si c'est en location à disposition. Et si on a parlé de ça, on ira vers les marchés, parce que l'agriculteur, il est esclave du marché. On doit voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas,
qu'est-ce qu'on peut produire, qu'est-ce qu'on ne peut pas produire. Quand est-ce que le marché est fourni? Quand on commence la culture de la tomate, vous vous rendez compte qu'au mois de décembre, janvier, février, le kilo de tomate coûte à peine 50 francs. Vous venez au mois de septembre et vous allez voir que le prix va jusqu'à 1000 francs. Et donc, nous, en tant qu'intellectuels, chacun de nous est allé à l'école, à des degrés différents, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir produire quand les autres n'ont pas pu produire. C'est là que rentre en ligne de compte la science, l'innovation, la recherche. Il y a 3 ans, je disais au Mali, à un moment, il y avait de la pastèque. Après, cette pastèque disparaît. Après, les Sénégalais nous amenaient les écarts de tri. Après, c'est les Marocains qui amenaient leur écart de tri d'Agadir sur plus de 4500 km. Vous avez le même phénomène peut-être ici au Burkinabé, les camions de Marocains qui n'ont pas de fleuve Niger, qui n'ont pas de volta, arrivent dans le désert à cultiver, à nourrir. 5% de la consommation européenne vient du Maroc. Et puis ce tout petit pays-là, qui n'a même pas la taille du Burkina ou du Mali, arrive à mettre des flots de camions. Au Mali, j'ai décompté un moment, 7 camions frigo de 27 tonnes arrivent sur le marché de Médine. Ils écoulent ça, ils prennent le franc CFA, ils le convertissent en euros, ils repartent dans leur pays. Et donc, notre balance de paiement se retrouve complètement pénalisée par ça. Et comment ils ont pu faire ça? Nous, pourquoi on ne peut pas y arriver à ça? Là vient l'utilisation de petites techniques. Et je le disais, il y a 3 ans, on importait du melon. Au Mali, l'année dernière, toute l'année, 1 kilo de melon n'est pas rentré sur le marché malien. Et j'ai juré aussi que les pastèques, on va faire la même chose. Et la bonne nouvelle, cette année, on n'a pas importé de pastèques au Mali. Et l'autre bonne information qui vient encore, la Guinée-Conakry, en ce moment de l'année, ils n'ont jamais pu produire de pastèques. J'ai coaché un homme d'affaires qui, avant-hier et hier, rien qu'en 2 jours, a récolté 40 tonnes de pastèques. Voilà. Et comment il a pu le faire? Parce qu'il a accepté d'utiliser le goutte à goutte, d'utiliser le P17, on va en parler, et d'utiliser des sémences. Aujourd'hui, il y a de la recherche sur les sémences. Nous, on parle de sémences améliorées. Les autres sont en sémences hybrides. Ils sont en sémences génétiquement modifiées. La science a tellement avancé qu'il n'y a pas d'impossible en agriculture. Donc, notre rôle, je le dis souvent, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Le jeune, on ne va pas lui dire, allez-y vers l'agro-business, allez-y faire ci, ça, ci, il ne trouve pas son compte. On doit lui montrer comment il peut trouver son compte pour produire quand les autres ne peuvent pas produire, pour arriver sur ce marché-là quand il n'y a rien. Arriver à l'autosuffisance alimentaire, c'est déjà beaucoup de milliards de francs CFA de gagner pour chacun de nos pays. Merci beaucoup, M. Sidibé. Vous avez parlé tout à l'heure de toutes les difficultés que vous avez eues. Vous en avez eu énormément. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez d'entreprendre à 0 franc? Parce que c'est un concept qui est en vogue en ce moment. Et de l'autre côté, vous avez dit, vous avez investi énormément d'argent dans les techniques que vous avez mises en place. Et vous dites en même temps que chacun a sa taille. Est-ce que vous pouvez élaborer plus sur ça? Voilà. Produire à 0 franc, je ne crois pas au Père Noël. Je ne crois pas à l'existence du Père Noël. Il faut avoir un minimum. Comment avoir ce minimum-là? C'est ça le vrai problème. Le jeune qui n'a rien, si je lui dis d'aller construire une serre, je vais le leurrer. Si je lui dis que le gouvernement peut faire pour lui une serre, ça aussi, le gouvernement n'est pas là pour ça. Il faut qu'on comprenne. Il faut que les jeunes commencent à comprendre parce que chacun dit le gouvernement n'a pas fait ça pour moi. Tout le monde attend le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est nous. On doit commencer à se poser la question, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on a apporté au pays? Et si on apporte au pays, on apporte au gouvernement. Donc, et j'ai dit chacun sa taille. Je vais vous donner un exemple. Il y a 5 ans, il y a un jeune qui est venu me voir. Lui veut immigrer, il veut à l'État, il veut aller par le désert. Je lui ai dit non, reste ici. Il y a une façon de pouvoir te débrouiller pour toi-même. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, bon, et moi je te donne de l'argent, tu vas aller acheter une boîte de papaye solo numéro 8. À l'époque, ça coûtait, je crois bien, 37 500.
Il a acheté. Je l'ai aidé à faire une pépinière de papaye solo. Cette boîte de 50 grammes, il a pu produire 2000 pieds de papaye solo qu'il a vendu à 500 pièces. Donc, à partir de 45 000 francs, plus un peu d'argent, disons si on met tout ensemble, si on prend le terreau qu'on utilise, on prend le plastique et son temps de travail à lui tout seul, on va dans les 100 000 francs. Il a pu transformer 100 000 francs en 1 million. Bon. S'il a ce million-là, il peut, sur 1000 mètres carrés, acheter un kit de goutte à goutte pour 1000 mètres carrés, ça coûte 174 000 francs. Il achète 4 sacs d'engrais. À l'époque, j'ai fait le business plan. À partir de 574 000 francs, la personne a pu produire 1 tonne 900 de melon à peu près à 500 francs le kilo. Sur 1000 mètres carrés, avec le million qu'il avait, il a investi 574 millions. Le premier cycle, c'est le cycle le plus onéreux parce que dans ce cycle, il faut acheter le goutte à goutte, il faut faire les billons, il faut faire les plastiques, il faut avoir le tank. Voilà. Donc, dans le deuxième cycle, il n'a pas besoin d'acheter tout ça. Donc, le premier cycle, il a 1 tonne 900. À l'époque, le melon, c'était à 1000 francs. Après, les prix ont chuté jusqu'à, disons, à 750 francs. Si vous faites la multiplication, vous allez vous rendre compte qu'avec 574 000 francs, il a pu peut-être générer 1 500 000 francs de recettes en premier cycle. Le deuxième cycle, il n'achète que les engrais, la sémence, puisqu'il a déjà le goutte à goutte, il a les billons, il y a le plastique sur place. Et il peut avoir le même rendement. Et on est dans l'un des rares pays du monde, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, où on a des cycles de sécheresse, c'est-à-dire des cycles de non-pluie de 8 à 9 mois. On n'a que 3 mois de pluie, 4 mois maximum. Ça veut dire que pendant 8 à 9 mois, on peut faire 3 cycles de melon. Donc, imaginez, au début, il a commencé avec 574 000, 3 cycles de melon, il se retrouve à 4 500 000, alors qu'au départ, il a investi 450 000. Ça, c'est un modèle qui peut marcher. Voilà. Et donc, et un autre, tu vas dire, moi, je suis peut-être homme d'affaires, nanana, j'ai ça, comme celui de Guinée et comme celui du Mali. Diawara, vous avez dû voir beaucoup ces vidéos. Lui, il est rentré, je l'ai coaché il y a 1 an et demi. Il a commencé à faire 4 hectares de pastèques et de melons. Et aujourd'hui, c'est un leader sur le marché malien. Et lui, il a les moyens. Donc ça, c'est un autre modèle. Au Tchad, par exemple, il y a un autre qui est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Lui, il a installé une serre ultra moderne, complètement ultra moderne, il arrive à produire 300 tonnes de tomates par cycle de 8 mois. Donc chacun sa taille, chacun son costume. Mais faire de l'agriculture à 0 franc, je n'y crois pas. Il faut être inventif, et il faut chercher des niches. Et il y en a, Dieu seul sait qu'il y en a. Merci beaucoup, Monsieur Sidibé. Je vais être challengeant pour vous. Allez-y. Parce que vous venez de dire que vous ne croyez pas au Père Noël, on ne peut pas investir à 0 franc. Et le dénominateur commun des jeunes, c'est qu'ils n'ont ni argent ni terrain. Bon, ils n'ont ni argent ni terrain. Ils n'ont ni argent, ni terrain, ni espace, ni facilité en général gouvernementale qui met à la disposition des jeunes des espaces d'exploitation. Je peux me tromper, hein. Selon mes lectures, je n'en ai pas vu. Ça existe? OK, ça n'existe pas. Maintenant, quelles sont les astuces que vous pouvez donner aux jeunes concrètement pour se lancer dans l'agriculture avec peu de moyens? Je dis peu de moyens parce que les moyens ne sont pas seulement financiers et matériels. Il y a aussi le savoir-faire, le réseau et l'ouverture et l'innovation et l'invention. Et quelles sont les différentes techniques que vous utilisez? Moi, je suis anti-banque. Je suis anti-banque, je suis anti-organisme de microfinance. Ça, c'est la mort de l'agriculture. Parce que c'est des taux d'intérêt, ils n'osent même pas dire taux d'intérêt, ils vont vous parler de points. Si vous cumulez les points, des fois, on est à 36%. Le jeune qui commence, je ne vais jamais le conseiller d'aller voir une de microfinance. Encore moins la banque ne lui donnera rien parce qu'il n'a pas de garantie. Donc, ça, c'est des portes fermées. Mais je crois beaucoup au co-entrepreneuriat. Des jeunes peuvent se mettre ensemble. Peut-être quelqu'un peut offrir le terrain, peut-être quelqu'un peut offrir autre chose. Les jeunes doivent se mettre ensemble pour un début.
ils doivent se mettre ensemble. Il y a des systèmes de tontines. Par exemple, au Cameroun, les parents d'élèves font des tontines pour financer la scolarité des enfants partis étudier. Et des tontines, il n'y a pas d'intérêt dessus, c'est une solidarité, c'est tournant. Et donc, il faut trouver des modèles de financement à la dimension du problème parce que la jeunesse, c'est une bombe à retardement et dont il faut trouver rapidement les moyens de se prendre en charge. Sinon, c'est pire que le terrorisme. Et il y a le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est peut-être garantir la sécurité du foncier. C'est peut-être, moi j'ai eu à discuter avec certains chefs d'État, je leur ai dit, vous voyez les exploitations minières dans nos pays. Si vous prenez le Burkina Faso, prenez le Mali devait, je crois bien, troisième producteur d'or en Afrique. Le cumul, il parle de 70 tonnes d'or, mais moi je crois que si on ajoute leur paillage, c'est dans les 100 tonnes d'or. Mais il n'y a aucune réserve foncière, une réserve en or dans nos pays. La France qui ne produit pas, qui n'a pas un gramme d'or, a près de 4000 tonnes d'or dans son trésor. Je ne parle même pas des États-Unis. Et donc, l'État doit arriver par un mécanisme, comme on le fait en Tunisie. En Tunisie, les Émiratis aimaient beaucoup construire des hôtels parce que c'est des zones de villégiature. Le gouvernement tunisien a imposé à ses investisseurs, vous voulez faire un hôtel, pas de problème, voilà la place, mais vous êtes obligé d'investir avec des locaux dans l'agriculture. C'est ce qui a développé l'agriculture en Tunisie. Il faudrait que nous, avec tous les problèmes qu'on a, on ne peut pas travailler sans l'État. L'État peut commencer, je crois que le Mali, le Burkina l'ont commencé avec les régimes qu'on a maintenant, qui sont plus patriotes que, bon, on ne parlera pas de politique ici, mais ont compris qu'on peut développer l'agriculture à travers les mines. C'est-à-dire que les multinationales qui viennent extraire notre or pour emporter, nos États gagnent à peine 10 à 15%. Ça veut dire que 85%, on soustrait ça aux générations futures. Ça se retrouve cet or-là au Canada, en Australie. On n'aura plus les moyens de racheter cet or-là. Donc, allons-y, taxons la production d'or dans nos pays. Créons des fonds pour investir à mort dans l'agriculture. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans les armements. Au Mali, c'est des milliards. Le Burkina commence. Mais moi, je crois que la vraie guerre, c'est la guerre du sous-développement. On doit investir autant d'argent, je dis bien autant d'argent, dans l'armement, dans l'éducation, dans la santé et dans l'agriculture à égalité. C'est ce que je crois. Ça ne sert à rien d'acheter des armes si on n'a pas lutté contre la misère et le chômage des jeunes. Merci beaucoup, M. Sidibé. Je tiens à rappeler que les propos du conférencier n'engagent que le conférencier et ce n'est pas le point de vue de African Golden. C'est une précision qui est capitale et importante. Une dernière question avant d'ouvrir les questions aux participants. On peut produire, on peut récolter beaucoup, mais la question qui se pose le plus ici, c'est le marché. Les infrastructures pour transporter les cultures. Qu'est-ce que les jeunes qui se lancent là-dedans, ou même d'autres qui se lancent dedans, peuvent faire en ce qui concerne l'ouverture du marché et l'écoulement des produits? Voilà, j'ai commencé par dire qu'on est esclave du marché. Ça veut dire qu'il faut étudier le marché à fond. Et je ne demanderai jamais aux jeunes de produire quand monsieur tout le monde produit. J'ai parlé de la tomate, j'ai parlé de melon, de pastèque. Il faut voir les creux de production. Il y en a dans tous les pays, au climat sahélien comme nous, où de décembre à novembre, nous avons un climat tempéré qui sied à la croissance du maraîchage. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tout le monde produit. Et c'est l'offre et la demande. Et moi, mon but en tant qu'architecte, en tant qu'archiculteur, c'est de les aider à produire quand les autres ne peuvent pas produire. Voilà. Donc, quand les autres ne peuvent pas produire, vous n'avez pas de problème de mévente. Vous n'avez pas de problème de transformation. Parce que la transformation veut dire je n'ai pas pu vendre frais, je transforme. Et qui dit transformation dit perte en poids, dit perte en valeur.
Et donc, mon but, on ne va pas demander à un jeune qui diminue de produire quand monsieur tout le monde peut produire. Non. Mon combat, c'est de produire professionnellement au moment où les autres ne peuvent pas produire. Parce qu'on n'a pas le même problème que l'Europe, parce que l'Europe, en hiver, vous ne pouvez pas faire de tomates à l'extérieur. Nous, on a 8 mois d'aisance climatique, mais cette aisance-là, c'est 4 mois en fait. Les 8 autres mois, la grande chaleur commence. Donc aujourd'hui, il y a des moyens pour lutter contre cette grande chaleur. Après, la pluie vient, il y a des moyens sous abri pour faire en sorte, au niveau des semences, on arrive aujourd'hui à trouver des semences qui s'adaptent à la pluie. On arrive à trouver des variétés de tomates qui produisent quand même en période de chaleur, mais cette production n'est pas une production comme en période d'aisance. Merci pour les multiples questions, les unes plus intéressantes que les autres. On va essayer d'aller vite. On a coutume de dire qu'il n'y a pas de question bête, hein. C'est la réponse qui peut être bête. Sinon, toute question est une interrogation. Ceci dit, je vais commencer par le premier intervenant qui a parlé de formation, de stagiaires et de formation en ligne. Chez moi, c'est une porte ouverte à toutes les nationalités. Je ne compte même pas combien de Burkinabés sont venus se former chez moi. Et cette formation a toujours été gratuite. Je ne prends pas d'argent. Et idem pour les stagiaires, j'en ai eu de partout, du Bénin, ils viennent, c'est gratuit pour le moment. Et la formation en ligne, mes numéros sont disponibles sur ma page Facebook. Tout le monde peut m'appeler sur ma page, mon téléphone personnel, mon WhatsApp et mon email. C'est ouvert à tous les Africains. Donc, aller au-delà de ça, organiser une formation en ligne supposerait que les gens vont payer pour le faire. Et tout le monde me pousse vers ça. Je me dis que ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est de mettre à disposition des jeunes que j'appelle des victimes agricoles, l'expérience que j'ai, la passion que j'ai, l'amour que j'ai pour l'Afrique, pour s'adonner à l'agriculture avec des rendements élevés. Donc, pour le moment, je n'ai pas voulu créer une plateforme de formation. J'envoie des milliers, tous les jours, ça fleurit, ça disparaît. Beaucoup ressemblent à de l'arnaque. J'ai un parcours atypique. J'ai besoin d'argent, hein, mais j'ai dit pour le moment, tout ce que je connais, c'est à votre disposition à tout moment. Tant que je ne dors pas, c'est à votre disposition. Et le deuxième intervenant parlait de les jeunes, leur formation à la culture sous serre. Les jeunes, j'ai dit qu'il y a des étapes. Je ne dirais à aucun jeune d'aller en culture sous abri qui nécessite beaucoup de fonds. Ce n'est pas fait pour ça. C'est le step by step. Chaque jeune est un patient agricole. J'écoute et je lui dis la solution pour moi qui est la meilleure. Et donc, le step by step, pas de banque, pas de microfinance, des financements participatifs, oui, des tontines, oui. Mon savoir et la formation que je donne, c'est gratuit pour le moment. Voilà. Donc, on a parlé du niveau d'éducation à l'école, bien sûr, et je parle à ceux qui peuvent lire, écrire, ceux qui croient que l'agriculture peut être la voie du salut, je les convainc. Je convainc les jeunes. Ce matin, j'étais chez un grand patron qui aussi est réticent. Ça fait 4 ans que je le convainc, mais je ne me fatiguerai pas de le convaincre. Il sera ma victime agricole parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est pour l'Afrique qu'on fait tout ça. Et on a parlé des risques des semences. Moi, je crois que le risque qu'on a, c'est de mourir de faim. C'est ça. Ceux qui nous parlent d'OGM, de risques dans ça, n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Bien sûr, on doit faire une agriculture vertueuse, parce que qui dit serre en culture sous abri, c'est du plastique généralement là-haut pour que la pluie ne pénètre pas, et c'est du filet anti-insectes autour pour que les insectes ne rentrent. Donc si la pluie ne rentre pas, on évite les maladies des feuilles. Si les insectes ne peuvent pas entrer, on évite les produits chimiques.
en fait, c'est de la culture vertueuse, c'est pas de la culture bio. Ça m'amène à une question dont un participant a parlé, de santé du sol. Et généralement, nous, on est en hors sol. Le sol veut dire qu'on cultive dans du substrat, de la fibre de coco, bien nettoyée, qui est du végétal. C'est dans ça qu'on fait la tomate. Le sol en tant que tel ne nous intéresse pas. Et comme vous l'avez dit, le sol a ses maladies, a ses épuisements. Mais quand on est en culture hors sol, la fibre de coco, on l'utilise 3-4 ans et puis on enlève, on amène d'autres cultures, d'autres substrats encore. Et là, tout est qualité, tout est vérifié. On peut tous les jours mesurer le pH, l'essai et tout le reste. Itinéraire technique pour les pastèques sous serre si c'est disponible. Oui, je vous donnerai mon adresse, je vous enverrai. Aujourd'hui, il n'y a même pas un secret. Vous allez sur Wikipédia, sur Google, vous allez voir l'expérience au Maroc, vous allez voir l'expérience, disons, au Sénégal. Mais comme j'ai dit que l'agriculture, c'est une science de l'observation, la pastèque ne se comporterait pas de la même façon au Burkina qu'au Sénégal. Donc, il faut adapter, il faut regarder la plante. Et ça, j'ai dit tout de suite que je coach quelqu'un en Guinée. Je ne suis pas en Guinée. À partir de WhatsApp, tous les jours, il m'envoie des photos. Je parle avec les plantes. Je regarde la feuille. Les feuilles de la plante ont un langage. Et donc, il faut savoir lire ce langage. Il y a telle maladie, il y a tel machin. Il réajuste, la plante commence à sourire et puis la vie continue. Et accès au financement, l'éducation financière. Je ne suis pas financier, j'ai été victime des institutions financières. C'est pour ça que j'ai dit que les jeunes doivent se mettre ensemble pour commencer step par step. Ils peuvent brûler des étapes. Les étapes, c'est quoi? Quelqu'un a parlé d'une petite surface, qu'est-ce qu'on peut produire? Je disais tantôt qu'on est esclave du marché. C'est le marché, l'étude du marché, la vision, l'historique du marché qui nous permet de calculer, parce que l'être humain, on est les seuls à pouvoir anticiper et à pouvoir prévoir sur la base de l'histoire et de ce qui s'est passé avant. Tout le monde sait qu'au mois d'août, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de tomates. Celui qui aura la tomate aura le jackpot. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la tomate au mois d'août? C'est de ce dont on doit discuter aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un a parlé d'entrepreneuriat. Bon, pourquoi pas essayer de créer une entreprise dans une entreprise. Je ne vois pas le besoin. Peut-être la personne pourra m'expliquer plus tard quel est l'avantage de te mettre en couverture d'une entreprise qu'on ne connaît pas, et même si on connaît, qui a son histoire, peut-être qui n'a pas le même objectif que vous et qui peut avoir des problèmes. Si ça a des problèmes, par ricochet, vous aurez des problèmes. On a parlé de perte commerciale, je disais que j'essaye de produire quand les autres ne peuvent pas produire. J'ai réussi aujourd'hui à le faire sous serre et en plein champ. En plein champ, je réussis aujourd'hui et nous pouvons réussir ensemble à produire en contre-saison. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la contre-saison de la contre-saison qui nous intéresse. La contre-saison simple ne nous intéresse pas. Non, tout le monde est là-bas. C'est cette niche-là qu'on va aller dénicher pour produire et avoir de la valeur ajoutée. Ça ne m'intéresse pas de laisser l'architecture pour venir dans l'agriculture pour que ça n'enrichisse pas. Non. Et contrainte d'eau. Un propriétaire de lycée me disait que contrainte d'eau, il y a 2 serres. Bien sûr, je dis toujours que le facteur limitant dans l'agriculture et dans toute agriculture, c'est l'eau. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'agriculture. Maintenant, comment utiliser cette eau-là? Vous pouvez, comme la pluie du bon Dieu, ça vient, c'est un robinet, personne ne ferme, ça se ferme à son bon vouloir, vous ne contrôlez pas l'eau. Et vous savez qu'en matière d'agriculture, trop d'eau équivaut exactement à pas d'eau du tout. Parce que quand vous arrosez trop la plante, vous la stressez, la plante refuse de boire. Et donc, il faut le juste milieu. Et toute la technique, c'est le goutte à goutte, c'est de l'irrigation localisée. L'homme n'a pas trouvé mieux que le goutte à goutte. C'est comme le sérum qu'on met dans les veines. On apporte l'eau et les nutriments à bonne quantité à chaque plante. On connaît les besoins de chaque plante. On est arrivé au point aujourd'hui, dans nos serres, il y a une station météo à l'extérieur qui mesure la radiation du soleil, la température, la vitesse du vent, et dit à l'ordinateur, attention, aujourd'hui c'est 42 degrés à Ouagadougou, l'humidité c'est 80%, le vent c'est à 110 à l'heure. L'ordinateur lui dit, attention, ma plante à 8 mois est chargée de
10 kilos de fruits, et l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, ajuste systématiquement. Et en fin de journée, il y a des pompes qui tirent l'eau qui n'a pas été utilisée parce qu'on n'est pas dans le sol. On est dans un canal où il y a de la fibre de coco, la plante absorbe de l'eau, il y a l'excédent d'eau qui est drainé, mesuré. L'ordinateur va dire, mais attention, moi j'ai dit, la station météo m'a dit que ça fait 42 degrés, j'ai donné 1 litre d'eau, mais la plante n'a pris que 30%, les 70% sont en pure perte. Mais cette eau-là est recyclée. L'ordinateur va aller encore tester la quantité d'engrais qui reste dans cette eau et réajuste l'irrigation du lendemain. Donc, on va arriver à ce point. Vous avez accepté d'avoir, malheureusement pour vous, le iPhone 14. Vous allez investir dans ça, que vous voulez ou pas. Voilà, on continue. Formation serre au Burkina. Ben, dans chaque pays où j'interviens, notamment le Burkina, ma sœur vient de dire, voilà, que j'ai suivi, et avant ça, mon grand cousin, qui est mon cousin adoré, et a dit que j'ai travaillé sur l'Arlé là-bas, j'ai travaillé chez plusieurs personnes, et je fais toujours tout pour que chaque pays constitue une entité, qu'on ne quitte pas le Burkina pour venir au Mali en formation, si on peut faire cette formation-là au Burkina. Donc, ma condition, je vous aide à le faire, mais vous allez former d'autres. Il y a la formation de la formation et ça doit être continu. Moi, je n'interviens, je ne viens pas manger dans l'assiette du Burkinabé tant qu'il y a d'autres pour manger ici. Voilà. Idem, j'ai été contacté la semaine dernière par l'Institut de recherche du Tchad, que la Banque mondiale leur a donné un financement pour construire 2 serres. Ils ont construit les serres. Ils veulent que je vienne pour former des agents. J'ai dit non, vous avez 2 serres en fonctionnement. À Djamena, ils n'étaient même pas au courant. J'ai arrangé avec les promoteurs de serres. Ils vont les accueillir pour les former dans le cadre d'une formation à l'interne. Et cette synergie globale-là, on va un jour se réunir pour vraiment... Je ne sais même pas quoi dire encore, c'est bon. Le coût de l'installation, c'est du sur-mesure. Le 1000 mètres carrés n'a pas le même prix que le 3000. Le 3000 n'a pas le même prix que le 5000. Et ça dépend du niveau d'équipement. Est-ce que vous allez mettre l'intelligence artificielle ou bien est-ce que simplement c'est le plastique et le filet qui vous intéresse? Donc, vous donnez un coût comme ça, non, je ne crois pas au Père Noël. C'est du cas par cas, je suis ouvert. Et si vous voulez réellement faire un projet, je suis ouvert à collaborer, à faire la mise en relation, à faire le suivi, à faire la formation. On n'a pas besoin de se déplacer. Aujourd'hui, le WhatsApp, le Facebook, les photos, les Blancs l'ont inventé, mais c'est pour nous. À condition que vous le compreniez, vous les jeunes. C'est pas TikTok, c'est pas ça. Non, moi, je vais jamais sur TikTok. Je vais sur le côté avancement. Quelles sont les 3 cultures qu'on peut faire au Burkina? Ça, c'est une question à 3 sous. J'ai dit qu'on est esclave du marché. Vous ne produisez pas pour manger vous-même, vous mangez une partie, le reste c'est pour vendre, si je comprends bien. Et donc, quelles sont les 3 cultures qui peuvent marcher au Burkina? Il faut aller au marché. En ce moment de l'année, j'ai parcouru un peu en venant de l'hôtel, j'ai vu qu'il n'y a pas de pastèque. Quelqu'un qui arrive à produire de la pastèque en ce moment de l'année, vous avez le jackpot. Le Guinéen, il a fait en 2 jours 40 tonnes. Il vend les pastèques de 10 kilos à 10 000 francs CFA. C'est-à-dire qu'il s'est fait 40 millions en 2 jours. Ce n'est pas du cinéma, c'est ça. À quoi ça sert une serre? Généralement, en maraîchage, on utilise des serres. On les utilise pourquoi? Parce que toutes les plantes qu'on a ici, tomates, oignons, concombres, rien ne vient d'Afrique. Ce n'est pas endémique de nos terres. Ça vient généralement de l'Inde, Amérique du Sud. Tout vient de là-bas. Rien ne vient d'Afrique en matière de maraîchage. Et donc, ces plantes-là se sont habituées au climat qu'il y a dans ces pays. Et dans ces pays, c'est des climats tempérés. Et la tomate, par exemple, sa pleine croissance, c'est entre 25 degrés et 29 degrés. La différence de température entre le jour et la nuit doit être de 5 degrés au minimum. L'hygrométrie, c'est-à-dire la quantité d'eau dans l'air, ne doit pas dépasser 70%. Et la tomate consomme 1 litre d'eau de tomate. Comment consomme des engrais bien spécifiques. Donc,
Comment réunir toutes ces conditions pour pouvoir produire? Malheureusement pour nous en Afrique, et généralement en Afrique de l'Ouest, il n'y a que 3 ou 4 mois de l'année où on réunit les conditions de température. Il fait frais au mois de décembre, il fait frais au mois de janvier. Vous avez de la salade, vous avez du chou, vous avez tout partout. Il fait chaud, ça disparaît. La serre, c'est pour créer artificiellement les conditions optimales, le biotope pour la plante. C'est-à-dire quand je fais une serre, je mets une toiture parce que la tomate n'aime pas la pluie sur les feuilles. J'ai résolu le problème de pluie. Maintenant, il fait 42 degrés. Comment amener ces 42 degrés à 25 degrés? Et donc, c'est des outils que la serre a à disposition. Il y a la ventilation, il y a l'écran thermique à base d'aluminium, il y a le misting. Aujourd'hui, on atteint le pad cooling. La serre est climatisée sans utiliser un climatiseur. C'est un rideau d'eau et un aspirateur. L'effet d'aspiration à travers ce radiateur d'eau crée la fraîcheur. Et donc, et quand on vient à la protection de la plante, vous avez soit du plastique total pour les pays tempérés, ou vous avez du filet autour. Et ce filet-là, c'est de l'insecte-proof. C'est un maillage tellement serré que même la petite mouche des fruits, qui est une mouche microscopique, ne peut pas rentrer. Donc, on constitue une espèce de barrière physique à l'intrusion des nuisibles. Mais vous créez un autre problème parce qu'il faut une pollinisation. Les abeilles, il y a des insectes utiles et des nuisibles. Vous arrêtez toutes les espèces d'insectes. Mais les utiles, il faut les introduire. Maintenant, l'agriculture a tellement poussé la recherche, on va faire la domestication d'une espèce d'abeille qui s'appelle le bourdon, qu'on fait rentrer dans la serre et qui pollinise les tomates. Maintenant, on arrive à un point où il y a des prédateurs de prédateurs. Vous prenez par exemple un puceron, ils ont pu observer qu'il y a un insecte qui aussi bouffe le puceron. Donc, on cultive cet insecte-là pour l'introduire en serre, pour lutter contre les insectes, pour ne pas faire de produits chimiques. Bon, je passe à l'autre question. Moyen pour bloquer les importations. C'est l'offre et la demande encore. Le Marocain amène sa pastèque au Mali parce qu'il sait qu'il n'y a pas de pastèque. Il sait qu'il peut vendre 10 kilos de pastèque à 1000 francs. Mais s'il vient trouver que moi j'ai de la pastèque que je n'ai pas transportée sur 4500 km, que je n'ai pas dédouané, que j'ai produit sur place, donc j'ai un avantage comparatif sur lui, je peux me permettre à égalité du coût de vendre à 5 000. Lui, si lui ne vend pas à 5 000, la différence des 5 000, c'est la douane, le transport. Donc je mets ma pastèque à 5 000 francs. Ah, il réfléchit. S'il vend à 5 000, c'est comme s'il a perdu, il ne viendra pas. C'est ça, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. C'est aussi simple que ça. Quelle culture sur une petite surface? Sur une petite surface, moi, à votre place, si vous avez une petite surface, devenez pépiniériste. Les pépinières n'occupent pas beaucoup de place, mais il y a beaucoup d'argent dedans. J'ai parlé tantôt de papaye. Voilà, avec une boîte de papaye, faites des plants de papaye certifiés. Soyez sérieux, n'allez pas prendre un fruit de papaye pour couper, enlever les graines, sécher. Et faites-vous une réputation. C'est le sérieux qui compte dans ce métier, comme tous les autres métiers. Quelqu'un demandait comment me joindre. Voilà, je suis là. Mon cousin est là. Et j'ai quitté Paris hier pour venir voir mes frères. Chaque fois que je peux, je viens souvent au Burkina hein, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est mon pays. Hein. Je me suis retrouvé là-bas comme ça, mais bon, il ne faut pas faire en sorte que les Maliens entendent ce que j'ai dit ici. Hein. On va garder la partie. Voilà. Là, non, j'ai même droit au passeport ici parce que mon père est né ici. Cousin, tu vas me faire un passeport? D'accord. Quelqu'un a parlé de culture de gombo et de piment. J'ai fait un peu de gombo, mais je ne suis pas spécialiste en gombo. Mais par contre, il y a une forte demande. Je viens de la foire Marktfrucht à Rumini en Italie. Semaine dernière, on était invités. On a rencontré des Égyptiens qui ont une demande infinie de gombo. Quel gombo? C'est les Clemson, les longs là. Comment on appelle ça? On appelle ça lady fingers. C'est, disons, une commande de 10 tonnes jusqu'à 20 tonnes par semaine par avion. Donc, le gombo, il y a une forte demande. Il y a une forte demande aujourd'hui sur ce qu'on appelle le rosier du Soudan, l'oseille, Dablin, Bissap, non? Une très forte demande. Il y a une très forte demande derrière le sésame. Il y a beaucoup de cultures aujourd'hui qui sont demandées dans les cosmétiques.
Et les gars se retournent vers l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut s'organiser pour créer des coopératives de production de ces produits? Pour produire le bissap, par exemple, c'est en fin de saison de pluie, mais au goutte à goutte, on peut le produire en saison sèche. Donc, il y a tellement de choses à faire qu'on va discuter jusqu'à demain. Il y a à faire. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Voilà, les 15 questions sont terminées. Et personne n'applaudit. Je m'excuse parce que j'ai manqué une partie de la présentation. Et je voulais poser la question des semences. Voilà, comment vous faites pour les semences? Vous les importez? Et est-ce qu'il y a des perspectives que vous-même, vous puissiez les produire? Merci, madame. À vous, monsieur. J'étais il y a un mois dans une conférence à Dakar organisée par CORAF et l'USAID. Il y avait beaucoup de producteurs africains, des Burkinabés, producteurs de semences, semences améliorées. Et on applaudissait les chercheurs qui avaient pu trouver des variétés de maïs qui faisaient 3 à 4 tonnes par hectare. Voilà. Et j'ai dit aux représentants Afrique de l'Ouest de l'USAID, j'ai dit, bon, j'ai l'impression que vous ne comprenez plus les problèmes de la classe moyenne africaine qui a envie. Votre concept de sécurité alimentaire est dépassé depuis longtemps. Nous, on veut l'aisance alimentaire. Et ça ne passera que par des semences de qualité. J'ai dit, mais monsieur le représentant, vous n'avez pas dit aux sémenciers que le record mondial de production de maïs, c'est aux États-Unis. Ils sont à 46 tonnes 720 kilos à l'hectare. Nous, en Afrique, ah oui, 46 tonnes 720. Ouais, nous, on est à 3, ils sont en train de nous applaudir pour nous endormir. Ils investissent tellement d'argent dans la recherche sémencière, et la recherche sémencière, c'est des privés. C'est des privés qui recherchent parce que c'est de l'argent. Si je vous dis que 1 gramme de tomates à croissance indéterminée sous serre coûte plus cher qu'1 gramme d'or. Les graines que j'achète pour la serre, 1 gramme de tomates coûte plus cher qu'1 gramme d'or. C'est pour vous dire que la science et l'innovation ont atteint un tel point aujourd'hui que me dire je vais produire ma sémence, des semences pour les maïs, mil, tout ça, continuez à le faire, on ne va pas supprimer ça. Mais nous, classe moyenne, nous, disons, des victimes, les grosses pointures qu'on veut amener dans l'agriculture. Parce que je leur ai dit, même au Mali, et je viens de le répéter ce matin devant le grand boss qu'on a rencontré, aux États-Unis, pour qu'on te respecte, il faut avoir une fondation. En Afrique, on va faire tant que vous n'avez pas investi dans l'agriculture et dans l'agro-business, quelle que soit votre richesse, on va vous considérer comme un hors-la-loi. Il m'a regardé dans les yeux et ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Donc, madame, pour répondre à votre question, aux jeunes que je parle ici, ce n'est pas de la sémence obtenue à Waïgouya ou à Fada. Ce n'est pas ça, ça ne t'enrichira pas. Vous avez accepté d'acheter iPhone. On va acheter la meilleure sémence possible, disponible. Moi, des obtenteurs de sémences comme Enza Zaden, comme Technichem, moi je travaille très peu avec Technichem, comme, disons, Bejo, les Hollandais, à longueur de journée, m'appellent. Ils m'envoient des sémences, leur dernière trouvaille, pour que j'expérimente ça dans mes exploitations. Et je leur envoie les résultats. Ça veut dire que ces gens-là ont compris que c'est en Afrique. Les semences, on les multiplie en Thaïlande, en Chine, en Inde. Acceptons, nous, jeunes ici, de devenir pépiniéristes, de faire des développements. Moi, j'ai besoin au Burkina Faso de personnes qui peuvent développer parce qu'on m'envoie des semences gratuitement. C'est des semences qui coûtent très cher. Ils veulent voir le comportement de ces semences en milieu naturel ici. Quelles sont les maladies, comment ça se comporte. Ils ont besoin de ces mines d'informations. Ils ne peuvent plus venir ici à cause de la situation sécuritaire. Nous, on doit en profiter. Et ils ont besoin de ces résultats. Donc, c'est ce type de semences dont moi, je fais la promotion. Ça coûte cher, j'achète, je mets à disposition. Au Mali, j'en ai même donné des kits complets du goutte à goutte jusqu'à la sémence aux engrais. Je te donne, je ne mets pas 1 franc dessus, tu produis au bout de 3 mois, tu me rembourses. Il y a tous ces systèmes-là.
Voilà. La question sur la culture de raisin de table. Et ça fait partie de mes échecs que j'ai transformés en succès. Parce que je venais de Tunisie, je voyais des productions de 70 tonnes de raisins à l'hectare en Afrique du Sud. Je suis allé en Afrique du Sud, j'ai vu la même chose. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire au Mali? Et j'ai amené un Italien qui m'a construit une pergola sur 1 hectare et j'ai commandé en Italie des boutures de raisins que j'ai plantées. Voilà, première année, deuxième année, je n'ai pas de résultat parce que ce raisin-là n'est pas adapté au climat du Mali. Et c'est des raisins qui sont habitués à voir l'hiver, à dormir et à se réveiller quand il y a le redoux, à fleurir et à faire beaucoup de fruits. Je n'ai pas d'hiver au Mali. J'ai fait des recherches au Mali qu'il y a une espèce d'hormone qu'on peut faire pour forcer le raisin à dormir. Je l'ai surdosé et tout le raisin est mort. Voilà. Et je ne me suis pas arrêté là, j'ai dit, bon, impossible n'est pas... Voilà. Et ce que j'ai fait maintenant, j'ai utilisé cette pergola-là pour cultiver ce qu'on appelle le zaban. Je ne sais pas en burkinabé comment ça s'appelle, le mad. Zaban. C'est quoi? Weda. Voilà. Donc, j'ai remis, comme c'est une liane, il y avait un pied dans notre... Il y a toujours un pied que mon père a planté il y a une quinzaine d'années, qu'on arrose et qui a des fruits toute l'année. Je dis, mais cette plante-là ressemble au raisin. C'est une liane, donc il y a une pergola, et c'est saisonnier. Et on a commencé à faire la transformation, il n'y en a pas assez. Et malheureusement, on coupe de plus en plus du bois, y compris le pied de zaban, qui se trouve aujourd'hui en zone d'insécurité. On ne peut même plus aller cueillir les fruits. Et j'ai installé du zaban là-bas. J'ai les photos ici. C'est en train de donner beaucoup de fruits en contre-saison. J'arrose. Donc l'échec là que j'ai, voilà, aujourd'hui est devenu un succès. Voilà, c'est ça la transformation de l'échec en succès. Parce que l'échec, c'est quoi? C'est, on n'a pas réussi à faire ça. Il y a des causes. Si on savait ces causes-là avant d'entreprendre, on n'aurait pas pu faire l'échec. Et donc cette masse d'erreurs, c'est pas... Je ne peux même pas d'erreur. Je me suis dit que c'était possible. Personne n'a pu me dire que lui, il a fait que ça n'a pas réussi. Maintenant, si vous voulez faire au Burkina, je vais vous dire, attention, les boutures, amenez-les d'Australie ou du Bangalore en Inde. Parce que dans le Bangalore et en Australie, ils ont un climat chaud, ils ont une variété de raisins qui produisent. Parce que moi, je demeure convaincu que le raisin est une plante tropicale. Parce que ça ne donne des fruits que quand il fait chaud. Quand il fait froid, il dort. Nous, il fait chaud ici. Et cette plante, transporté par les conquistadors, c'est adapté au climat tempéré. Et pour le ramener au climat africain, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, si je dois faire une plantation de raisin, ça va réussir obligatoirement. Et la conservation de la tomate, moi, je ne conserve pas. La conservation est un échec pour moi. Je cherche des niches de non-droit, de non-production, et j'essaye de produire en ces moments. Et comme c'est du frais, je prévois toujours 5% de perte commerciale en termes de ça a trop mûri, j'ai pas pu vendre. Mais 90 à 85, 15%, je dois vendre au prix fort. Donc, je ne conserve pas. Et l'autre question, comment me joindre? Je vais laisser ma carte de visite ici. Bon, il n'y en aura pas pour tout le monde. Passez-vous ça. Je suis disponible. J'essaie de répondre à tous les messages que je reçois. Tout. J'ai même des problèmes parce que tout le monde dit que je suis toujours sur téléphone. J'essaie de répondre à toutes les questions, même les questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Quelqu'un a parlé de culture vivrière, mil, maïs, riz. Oui, dans mes aventures de chat de gouttière, il y a 3 ans que je fais du riz. Encore, c'est du riz hybride. Encore, je vais chercher. Je suis membre du Global Network, de Farmer Network, c'est-à-dire c'est le réseau mondial des fermiers qui sélectionne selon leur modus operandi pour eux les agriculteurs les plus influents dans les 4 côtés, il est devenu fou lui aussi, dans les 4 coins du monde qu'ils ont réunis sur une plateforme d'échange. Je sais ce qui se passe en Philippines, quelle variété de riz ils ont, quelle variété de soja ils ont, comment. Aujourd'hui, on ne laboure plus. Ils ont la notion de no-till. Parce qu'ils disent labourer, c'est détruire l'écosystème du sol. C'est-à-dire la terre arabe, c'est ce qui est en surface.
Vous allez prendre ça, le retourner à 20 cm de profondeur et la latérite, vous mettez en haut, vous voulez planter sur ça. Donc, ça avance tellement vite que j'ai cherché le maïs, quel est le record? 46 tonnes. Le riz, quel est le record? C'est 10 à 12 tonnes. Nous, on est à 2 tonnes, 3 tonnes. Pourquoi on n'a pas ça? J'ai cherché dans la sémence, je suis allé chercher l'hybride. Je suis allé dans la fertilisation, j'ai remarqué que les engrais qu'on vend en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina, je pèse mes mots, elle a dit que ce que j'ai dit ne m'engage que moi. On ne fait pas de politique, mais quand tu fais de l'agriculture, tu fais de la politique agricole. Il ne faut pas se leurrer, hein. Ça se touche et il n'y a pas de frontière entre les deux. Donc, j'ai remarqué, et je l'ai dit à certains chefs d'État que j'ai rencontrés, les engrais sont frélatés. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est frélaté? Quand tu prends du 20-20-20 ou du 17-17-17, faites l'analyse, il n'y a que 5-5-5 dedans. Les 10-10-10 qui restent là, qui auraient pu permettre à la plante de croître, passent dans la corruption. Parce que pour donner le marché, tu dois donner 10%. Et ces 10% viennent des unités fertilisantes qu'il y a dans les engrais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai pris l'engrais pour le maraîchage et j'ai pris l'engrais de subvention parce que l'engrais pour le maraîchage, c'est de la matière première qu'on importe. C'est de l'engrais pur, entre griffes. Donc, j'ai mélangé les deux pour obtenir les unités fertilisantes qu'on a sur le Global Network Marché. Ils donnent les unités, qu'est-ce qu'ils font? En engrais non frélaté. Et je l'ai appliqué au maïs, je l'ai appliqué au riz, mais c'est extraordinaire. Le rendement des 3 tonnes là, dans le maïs, je suis monté jusqu'à 8 tonnes. Dans le riz, j'ai atteint les 7 tonnes. Ça veut dire que le problème premier de l'agriculture dont tu parles, c'est la qualité des semences et la qualité des engrais. C'est pour ça, pour revenir en fin de compte, je ne dirais pas aux jeunes d'aller faire du mil ou du maïs. Je vais leur dire de cultiver de la pastèque et du melon, de s'enrichir et d'acheter le mil par ailleurs. Voilà, c'est pas tout. C'est ça. Moi, je travaille pour une niche. Vous avez dit les jeunes, les gens qui veulent lettrés, qui veulent changer le devenir agricole de l'Afrique. Je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Malheureusement, ceci n'est pas mon rôle. Et production hivernale, je n'ai pas compris de quoi. De la tomate ou de quoi? Il y a une question qui m'a été posée si je fais la production hivernale. Si c'est sous serre, la serre n'a pas de saison. La serre est réglée pour que 12 mois de l'année, on puisse produire. Mais l'agriculture, c'est la rentabilité. Est-ce que j'ai intérêt à produire au mois de décembre quand tout le monde a la tomate? Définitivement non. Pendant les moments où tout le monde produit, j'arrête la production, je fais le vide sanitaire, je nettoie. J'attends que monsieur tout le monde veuille bien finir d'écouler ses produits et je commence en ce moment ma production. WhatsApp, c'est vrai qu'au Mali, j'ai créé des groupes WhatsApp auxquels je donne des conseils. Mais de la même façon, si les Burkinabés veulent, il n'y a pas de souci. On crée un groupe, ils se mettent dedans, selon le cas, et je vais tout faire pour essayer de répondre. Cousin va être bien formé, lui aussi va répondre pour moi. Merci beaucoup. Il faudrait que nous puissions savoir que je ne cesse de répéter sur cette chaîne, l'agriculture est le seul domaine en Afrique que quiconque va s'introduire là-dedans, prendre au sérieux, va se faire énormément d'argent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales, évidemment. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons également l'accent sur cette chaîne sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Si vous êtes donc en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oublie pas à t'abonner, à liker cette vidéo, activer la cloche de notification, à partager massivement dans vos différents groupes. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo. Ciao.